C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Vous le comprenez, vous le savez, nous sommes au début d'une semaine qui risque d'être particulièrement cruciale pour l'échiquier politique israélien et pour l'ensemble de la vie en Israël. Une semaine décisive, titre ce matin le Israël Hayom. Il ne reste en effet que 3 jours et 16 heures avant que ne se termine le mandat accordé par le président Rivlin à la Knesset pour tenter de trouver un député qui soit capable de rassembler autour de son nom 61 signatures sur la voie d'une coalition majoritaire. Mais pour l'instant, ce député miracle n'a pas encore répondu présent, et le sentiment général qui se dégage à la lecture des quotidiens israéliens et même des médias de ce matin, eh bien, c'est que l'on se dirige irrémédiablement vers de nouvelles élections, les 3e en moins d'1 an. Et le pire est que dans un tel cas de figure, les votes des millions d'Israéliens ne devraient pas du tout modifier la tendance actuelle, comme en témoigne le sondage publié vendredi soir par la chaîne 12 de la télévision israélienne, qui accorde 34 députés au Parti bleu-blanc, 33 au Likoud, et au bout du compte, un bloc de droite avec 55 députés, un bloc de centre-gauche et des partis arabes avec 57 députés, et les 8 députés d'Israël Beiteinu qui n'appartiennent, vous le savez, ni à l'un ni à l'autre de ces blocs. Donc exactement comme dans la 22e Knesset, qui n'a donc plus que 3 jours et demi de vie. La résignation est telle, nous indique ce matin le Israël Hayom, que le bloc de droite a déjà décidé que les élections auront lieu le 3 mars prochain. Binyamin Netanyahou, lui, a affirmé hier soir qu'il était encore possible de former un gouvernement d'union, mais au sein de Bleu-Blanc, on le repousse catégoriquement en affirmant que l'on ne s'occupe plus de ces déclarations stériles. Quant à Gideon Sa'ar, il durcit le ton et affirme que si Netanyahou reste à la tête du Likoud lors des prochaines élections, la droite risque de perdre le pouvoir. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à penser ainsi. Dans les journaux de vendredi, Kalman Lipskin, l'excellent journaliste du Maariv, et Israël Harel, un des anciens leaders du Conseil des localités juives de Judée-Samarie, dans le Haaretz, tous deux de la mouvance sioniste religieuse, envoient le même message. Netanyahou a été selon eux un excellent Premier ministre qui a accumulé les réussites et les mérites, mais au bout du compte, il ne s'agit pas seulement de l'avenir du Premier ministre lui-même, mais de celui du Likoud et de l'ensemble de la droite qui risque de perdre le pouvoir si Binyamin Netanyahou reste aux commandes. Et donc, même si le Premier ministre n'a pas démérité, même s'il a raison lorsqu'il se considère comme persécuté par le parquet et par la justice, il doit céder la place pour garantir une victoire de la droite aux prochaines élections. C'est donc la teneur de ces éditoriaux publiés dans les journaux de vendredi. Hier soir, sur la chaîne 12, la journaliste Rina Matzliach a interviewé dans son émission le député Likoud Yoav Kish, qui est le premier député du parti de droite à annoncer officiellement son ralliement à Gideon Sa'ar. Mais pour l'instant, il faut bien rappeler que le gros des élus du Likoud reste loyal fermement au Premier ministre, au moins publiquement. Le Yediot Aharonot reprend lui aussi cette date du 3 mars comme celle des prochaines élections. Et il indique hier Binyamin Netanyahou a appelé également à la tenue d'élections pour le poste de Premier ministre au suffrage universel direct, alors qu'il ne dispose pas apparemment d'une majorité indispensable pour instaurer une telle réforme. Et Mati Tourfeld, le correspondant politique de Israël Hayom, considère dans son analyse ce matin qu'une élection du Premier ministre au suffrage universel direct ne résoudra aucun problème et qu'elle est concrètement impossible. Autre scénario à écarter durant les 3 prochains jours, selon Mati Tourfeld, celui de la découverte du député miracle qui réunira 61 signatures, et les rumeurs sur une tentative de Yuli Edelstein d'y parvenir sont vouées, selon lui, à l'échec. Autre scénario improbable, une révolte au Likoud et l'éclatement parallèlement de Bleu-Blanc. Selon Tourfeld, Gantz a décidé qu'en cas de nouvelles élections et de victoire de Bleu-Blanc, il n'y aura pas de rotation au poste de Premier ministre avec Yair Lapid. Gantz est en effet persuadé que c'est ce qui a empêché de nombreux Israéliens de voter en faveur de Bleu-Blanc en avril et en septembre dernier. Voilà pourquoi, écrit Mati Tourfeld ce matin dans le Israël Hayom, rien ne semble plus empêcher la tenue de nouvelles élections. Restons dans le Israël Hayom, qui évoque une initiative au sein des partis sionistes religieux, la formation d'un grand bloc de cette tendance, la tenue de primaires pour déterminer la composition de la nouvelle liste électorale. Cependant, il semble que la nouvelle droite de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked ait l'intention de se présenter séparément afin de recueillir les voix des déçus de Binyamin Netanyahou au sein du Likoud, des déçus qui veulent tout de même continuer à voter à droite. L'éditorial ce matin de Ben Dror Yemini dans le Yediot Aharonot vaut le détour. Il se penche sur la conduite du système juridique ces dernières semaines. Et les chefs de file de la justice israélienne avaient, écrit-il, une formidable opportunité pour reconnaître leurs erreurs et faire face aux critiques justes dont ils font l'objet. Au lieu de cela, ils ont préféré faire front
resserrer les rangs et transformer toute critique en incitation à leur égard. Et Dror Yemini a écrit cette analyse après une nouvelle déclaration controversée de la conseillère juridique adjointe Dina Zilber, prononcée vendredi, un discours dans lequel elle fustige tous ceux qui critiquent le parquet et parle de délégitimation de la justice israélienne, sous-entendu par Binyamin Netanyahou et ses proches. Ran Nizri, qui est lui aussi conseiller juridique du gouvernement adjoint, a réagi en déplorant une telle attitude. Le ton que ma collègue a employé laisse penser que nous avons toujours raison et que les autres ont toujours tort, et cela n'est pas vrai, a dit Ran Nizri, justement dans une forme d'autocritique qui est relativement rarissime dans la justice israélienne et dans les rangs du parquet. Et puis pour clore ce chapitre à propos des élections, une apparente bonne nouvelle mentionnée dans la page économique du Yediot Aharonot. Selon le ministère des Finances, de nouvelles élections n'auront pas d'impact économique négatif sur le marché israélien. Explication, durant cette période, les budgets des ministères vont rester les mêmes que l'an dernier sans tenir compte de l'augmentation de la population, et donc cela d'une manière ou d'une autre devrait permettre de faire une économie, dit-on, de 3 milliards de shekels jusqu'à la formation du prochain gouvernement. Les autres titres importants dans la presse israélienne de ce matin, le Yediot Aharonot est le seul à mentionner en première page les tirs de roquettes hier soir de Gaza en direction du territoire israélien. Il parle de 3 roquettes, 2 interceptions, on parle d'hommes de fer, apparemment il y en a eu 4 roquettes tirées et 3 interceptions. Et puis une peur bleue pour des centaines de jeunes du Bnei Akiva de Sderot qui étaient réunis au moment de l'alerte rouge dans une des salles de fête de la ville pour célébrer le Shabbat Irgun, le Shabbat annuel de leur mouvement, et qui ont dû se précipiter vers les abris blindés. Dans sa page d'ouverture ce matin, le Maariv indique que l'armée de l'air israélienne a riposté en bombardant des positions du Hamas. Et cela se déroule alors que dans la presse de la fin de semaine dernière, on trouve plusieurs articles sur l'imminence d'une trêve de longue durée entre Israël et le Hamas. La plupart des quotidiens et des sites d'information soulignent ces dernières heures que l'administration Trump a affirmé qu'il n'a pas été question, lors de la rencontre du Premier ministre Netanyahou avec Mike Pompeo en fin de semaine dernière à Lisbonne, de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Et ce, alors que M. Netanyahou avait affirmé en fin de semaine qu'il avait bel et bien évoqué ce dossier délicat avec le secrétaire d'État américain. On se demande qui dit la vérité et qui nous ment. Le Israël Hayom nous montre une photo de la première visite de la chancelière allemande Angela Merkel à Auschwitz vendredi. Première visite 14 ans après avoir été nommée chancelière. Je ressens de la honte, une honte profonde face aux crimes commis ici par des Allemands. Face à cela, c'est le silence qui doit parler. Car quels mots peuvent exprimer la douleur de ceux qui ont été humiliés et assassinés, a déclaré Angela Merkel durant cette visite à Auschwitz. Et puis le Yediot Aharonot, qui fête actuellement ses 80 ans, donne la parole ce matin à diverses personnalités pour commenter des unes qu'il avait publiées il y a de cela bien longtemps. Ainsi, le juge Eliakim Rubinstein, ancien vice-président de la Cour suprême, commente la une annonçant la signature d'un accord de paix entre Israël et l'Égypte à Camp David en 1978. Et pour cause, il était présent aux négociations qui ont conduit à cet accord historique. Il était à l'époque le conseiller de Moshe et Dayan. Plus près de nous, la une du 7 décembre 2017 qui mentionne la décision historique du président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Et là, le Yediot Aharonot fait honneur à l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, qui a été l'un des principaux artisans de cette reconnaissance. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.